on va démarrer cette table ronde immédiatement, puisqu'il y a un agenda parlementaire assez chargé aujourd'hui. Et je remercie d'ores et déjà ma collègue Laure Darcos, qui sera probablement amenée à me remplacer au niveau de la présidence de cette table ronde dès que ce sera nécessaire. Donc merci, chers collègues, merci Laure d'avoir également annulé un certain nombre de rendez-vous de ce matin pour cette journée qui s'annonce extrêmement dense. Alors, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je remercie tout d'abord nos invités de s'être rendus disponibles pour participer à cette table ronde, dans cette salle ou à distance, bien entendu. Je précise que nos travaux de ce matin font l'objet d'une diffusion vidéo en direct sur le site Internet et sur le compte Twitter du Sénat. Notre délégation a tenu célébrer par cet échange le 10e anniversaire de la loi dite Copé-Zimmermann, même si les contraintes du calendrier sénatorial nous ont conduits à organiser cette réunion avec quelques 6 jours d'avance par rapport à la date officielle. Le monde de l'entreprise, la place qui occupent les femmes à tous les niveaux et les questions relatives à l'égalité professionnelle sont bien évidemment pour nous des sujets majeurs. Par-delà cet intérêt naturel à notre délégation, la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle revêt une importance particulière dans une enceinte politique comme la nôtre. En effet, ce texte s'inscrit dans une continuité historique qui a, au fil du temps, enrichi notre législation pour favoriser l'accès des femmes aux responsabilités. Ces responsabilités ont tout d'abord concerné le champ politique. Dans la dynamique permise par la révision constitutionnelle de 1999, qui a posé le principe d'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Elles se sont par la suite étendues aux responsabilités professionnelles et sociales grâce à la révision constitutionnelle de 2008 qui a rendu possible la loi Copé-Zimmermann. Pour les élus que nous sommes, concernés au tout premier chef par les lois relatives à la parité politique, la parité économique suscite donc un écho particulier car elle procède d'une logique comparable et peut se heurter à des difficultés similaires. Je souhaite donc la bienvenue au Sénat pour nous éclairer sur la loi du 27 janvier 2011 à Marie-Jo Zimmermann, ancienne députée, qui a pris l'initiative de la loi qui nous réunit ce matin. À Laurence Parisot, en visioconférence, ancienne présidente du MEDEF, qui interviendra donc à distance. Anne-Françoise Bender, maîtresse de conférence, je n'ai pas écorché votre nom, j'espère, qui intervient, donc maîtresse de conférence en sciences de gestion au Conservatoire national des arts et métiers, qui interviendra également à distance. Bienvenue, mesdames. Chiara Corazza, directrice générale de Women's Forum, Catherine Ladouce, cofondatrice et présidente honoraire du Cercle Interel, Françoise Savès, présidente de l'Association des femmes experts comptables, et Denis Terrien, président de l'Institut français des administrateurs. Pour l'information de nos invités, je précise que la délégation a désigné, pour guider notre réflexion sur l'application de la loi Copé-Zimmermann, un trio de rapporteurs très motivés. Joëlle Garriaud-Maylam, ici présente, qui fut en 2010 l'auteur du rapport que notre délégation consacra à la proposition de loi de Marie-Jo Zimmermann, rapport intitulé « Vers la parité pour la gouvernance des entreprises ». Martine Filleul et Dominique Vérien, présentes également ce matin, toutes deux vice-présidentes de notre délégation, qu'elles ont rejointes en 2017. C'est avec beaucoup de plaisir que j'invite donc Marie-Jo Zimmermann à ouvrir ces échanges en évoquant devant nous la genèse de la loi qui porte son nom, une consécration pour tout parlementaire. Chers collègues, vous avez la parole. Je vous remercie pour ce rappel. Vous avez la parole et je remercie à tous de bien intégrer que nous sommes en direct sur la chaîne et le site internet du Sénat.
Et nous terminons à 10h30. Oui, pas de problème. Oui, rassurez-vous. Je vais être très rapide en introduction. Nous terminerons évidemment à 10h30 pour des raisons de calendrier parlementaire. À vous, chers collègues. Et vous avez raison, parce que vous avez du travail. Et je dirais, j'ai toujours rendu hommage au Sénat parce que vous avez toujours modéré peut-être l'ardeur de l'Assemblée nationale de temps en temps. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le travail qui était fait au Sénat. Alors d'abord, merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir conviée. Je remercie Joëlle Garriaud-Maylan parce que c'est elle la première qui m'a posé la question de savoir si j'étais d'accord de venir. Alors bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un petit peu... je dirais, bon, un petit peu intimidée, je ne vous cache pas, et c'est pas mon tempérament, mais de voir comment on célèbre ces 10 ans de cette loi Copé-Zimmermann. Alors, j'insiste, c'est la loi Copé-Zimmermann. Et pas plus tard que mardi dernier, nous intervenions au MEDEF. Et je suis très heureuse de voir sur l'écran Laurence Parisot, parce que elle fait partie aussi de l'histoire de cette loi. Et je crois que cette loi s'est Copé parce que c'était mon président de groupe, et c'est lui qui, dans sa grande sagesse, a imposé la lecture au Sénat. Parce qu'à l'époque, et je ne souhaiterais pas le nommer, à l'époque, le président de groupe du Sénat n'était absolument pas favorable. On va être très clair. Non seulement pas favorable, mais en plus freinant des cas de fer. Et c'est vrai que Jean-François Copé a joué un rôle extraordinaire dans le passage au Sénat. Et il a joué également un rôle extraordinaire au moment de la réforme constitutionnelle, parce que je suis très heureuse que vous rappeliez cette réforme constitutionnelle qu'on a trop souvent tendance à oublier. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs les conclusions de cette réforme constitutionnelle, malheureusement, on oublie ce rajout, d'abord à l'article 3 et ensuite à l'article 1, et on parle de la co-gestion, de la coproduction, enfin, etc. Et je crois que la réforme constitutionnelle a été un moment majeur de cette loi, parce que là aussi, on oublie de dire que dès 2006, j'avais fait passer dans la loi de Nicole Ameline, alors là aussi avec des parlementaires, alors pas de mon groupe, parce que je dois dire que le groupe mon groupe parlementaire a toujours, le RPR, a toujours été coopérant. Alors peut-être que, j'irais dans les discussions privées, c'était peut-être pas le cas, mais je peux vous dire que ils ont toujours été à mes côtés pour faire avancer cette question qui, pour moi, était une question majeure. Donc, 2006, je fais passer dans la loi de Nicole Ameline 20% de femmes dans les conseils d'administration, 20% de femmes dans les organisations syndicales et 20% de femmes sur les listes prud'homales. Et là, le président Mazot, dans sa grande sagesse, rejette les articles et explique qu'il n'y a pas de base constitutionnelle. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'en faisant ça, je dirais que quelque part, il m'avait lancé un défi. Et bon, après, j'ai eu l'occasion de lui dire. Et c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire, parce que à ce moment-là, j'avais la volonté non seulement de le passer dans la prochaine révision constitutionnelle, parce que bon, on avait un petit peu plus de révision constitutionnelle à l'époque, mais on n'en a pas eu beaucoup depuis. J'ai l'impression qu'on en a eu peut-être une ou deux. Et donc, c'était le moment opportun. Donc, en 2008, je rentre dans la Constitution et je rajoute ces deux phrases qui sont fondamentales pour continuer à légiférer. C'est à la fois les responsabilités professionnelles et les responsabilités sociales. Ça veut dire qu'on peut toucher à l'économie, mais on peut également toucher à tout ce qui est association.
Et à partir de là, on a la base constitutionnelle qui permet de continuer à légiférer. Et en parallèle, vous avez quelque chose qui a été extraordinaire pour moi, c'est le moment où la Norvège légifère sur les 40%. Et là, nous y sommes allés en Norvège. Et en Norvège, le ministre norvégien de l'époque, qui n'était absolument pas politique, m'a expliqué, vous savez, madame, quand on m'a demandé d'être, c'était un chef d'entreprise, quand on m'a demandé d'être ministre de l'économie, je me suis dit, il faut que je laisse ma patte dans l'histoire. Et je vais essayer de voir comment, quelque part, en bougeant les lignes, on arrive effectivement à faire avancer la place des femmes dans la société en général. Et c'est là qu'il m'explique, il me dit, vous savez, je me suis dit, les conseils d'administration, c'est lui qui a employé l'expression, et je lui avais demandé à l'époque, je m'en souviens très bien, l'autorisation d'utiliser cette formule. Le conseil d'administration, c'est le cœur battant de l'entreprise. C'est là où on donne la ligne de conduite, c'est là où on donne, je dirais, les grandes lignes. Et il m'avait dit, vous savez, dans le cœur battant de l'entreprise, il faut qu'il y ait d'abord plus de femmes, et d'autre part, il faut qu'à l'intérieur de cette instance, qu'il appelait un club d'hommes, et c'est ses expressions, hein, donc il appelait ça un club d'hommes, dit il faut que, quelque part, vous arriviez à faire comprendre que si on veut réussir une politique d'égalité dans une entreprise, il faut que le conseil d'administration s'empare de cette question au moins une fois par an. Et à partir de là, je dirais qu'il y aura une impulsion qui venait du haut. Donc, 40%, c'était acquis. Et une petite anecdote, c'est-à-dire que quand je suis revenue de Norvège, le ministre m'avait dit, vous savez, la semaine prochaine, je suis reçue par Angela Merkel. Et elle veut légiférer sur les 40%. C'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et donc, je suis rentrée à Paris et je suis allée voir Jean-François Copé, qui était mon président de groupe. Et je lui dis, écoute, voilà, l'Allemagne veut légiférer sur les 40%. Donc, si on veut vraiment, je dirais, avoir, disons, une audience européenne, et pourquoi pas sur l'égalité, ben, il faut qu'on s'y mette. Et Jean-François Copé a dit, bon, ok, tout de suite, je te donne le week-end pour réfléchir, pour écrire, et on lance ça dans une proposition de loi. Alors pourquoi une proposition de loi? Tout simplement parce qu'on avait la possibilité à ce moment-là d'aller dans une niche parlementaire et de faire, si le Sénat était, je dirais pas trop vindicatif, on pouvait à ce moment-là espérer faire qu'une lecture au Sénat, à l'Assemblée, et puis ensuite continuer, parce que pour ne rien vous cacher, en première lecture à l'Assemblée, Françoise de Panafieux, avec laquelle j'ai toujours gardé de très bons contacts, mais elle m'avait lancé un défi. Elle m'avait dit, Marie-Jo, c'est très sympathique de légiférer sur le privé, mais quand tu t'occuperas du public, j'aurai un respect pour toi. Donc là aussi, c'était un double défi. Et je dirais que mon objectif, avant la fin du mandat, 2012, c'était qu'on légifère sur le privé et sur le public. Et j'y suis arrivée. Alors, proposition de loi, c'était aussi, si vous voulez, alors un handicap, je ne le cache pas, parce que la proposition de loi, c'est pas la force d'un projet de loi. Voilà. Mais c'était aussi un handicap parce que j'étais très frustrée sur le fait qu'on ne pouvait pas légiférer sur les organisations syndicales, ni sur les 20% de liste pour les prud'hommes. Parce que organisation syndicale, bon, je crois qu'on ne peut pas imposer sans négociation. Donc on s'est contenté du conseil d'administration, mais là, lorsque vous regardez, je dirais, l'historique de cette proposition de loi, quand j'ai accédé à la présidence de la délégation droits des femmes,
j'avais comme ambition d'essayer de faire appliquer la loi Génisson, pour laquelle j'ai un respect vraiment très grand, parce que Catherine Génisson, qui a été députée à l'époque avec moi, et je crois qu'elle est sénatrice encore avec vous, non? Elle y est plus? Ah bon? Mais non, parce que je vais vous dire, je voulais prendre contact avec elle, parce que je pense qu'il va falloir qu'on monte au créneau toutes les deux. Je suis très sérieuse, parce que je crois que, si vous voulez, là, le moment est venu de prendre, si vous voulez, un tournant au niveau de l'égalité professionnelle. Et qui mieux que Catherine pourra le faire, parce que c'est elle, alors à la suite de la loi de 72, à la suite de la loi de 83, la loi de 2001, avait posé, je dirais, un préalable qui pour moi est fondamental. Il était tellement fondamental que je l'avais mis dans la proposition de loi. Tous les ans, le conseil d'administration doit avoir un rapport sur la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, avec comme support le rapport de situation comparée. Ça vous paraît peut-être, je dirais, un mot barbare, mais le rapport de situation comparée, pour moi, était quelque chose d'extrêmement important. Et pendant les 10 ans pendant lesquels j'ai présidé la délégation, j'ai toujours essayé de sauvegarder ce rapport de situation comparée, parce que pour moi, c'était vraiment l'élément majeur qui pouvait donner une lisibilité à la politique d'égalité. Et ce qui s'est passé entre la première lecture, où personne n'avait déposé d'amendement pour essayer de caler l'article 6 à l'époque, et là je voudrais rendre hommage à Xavier Darcos, qui était le Premier ministre qui a été à la première lecture, et quelqu'un qui a été extrêmement... Et c'est pas parce que Laure est là, mais non, parce que vous savez, je crois que dans cette loi, il y a des gens qui ont joué des rôles majeurs. Et ces rôles majeurs, je crois que je veux vraiment les saluer. Et Xavier Darcos a été très respectueux de cette loi. Parce que vous savez, en se replaçant dans le contexte historique, 2011, c'est pas forcément, je dirais, le contexte le plus facile où on est en train de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat, etc. Et le combat que j'ai mené pendant 10 ans, ça n'a pas été que là-dessus, ça a été sur la politique. Et très souvent, quand la colère me prend et que je vois certaines femmes qui ne respectent pas les fonctions qu'elles ont, je dis, c'est pas possible de m'être battue pour des femmes qui sont pas capables, qui sont pas dignes de leurs fonctions. Parce que je me suis battue à l'époque pour des femmes qui étaient dignes, pour des femmes qui étaient freinées dans leur engagement, qui étaient freinées dans leur mandat, parce que c'était pas à la mode. Excusez-moi du terme, c'est pas bien de dire la mode, mais c'était ça malheureusement. Donc Xavier Darcos a joué un rôle très important, et en première lecture, donc on passe la proposition de loi sans problème. Elle arrive au Sénat, et entre-temps, et c'est là où je voudrais rendre hommage, et je suis très contente quand j'ai vu votre invitation que Laurence Parisot soit là. Parce que je voudrais lui rendre hommage, parce que nous avons eu à l'époque beaucoup de conversations toutes les deux, et au début, Laurence Parisot n'était pas favorable. Ce que je comprenais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la table ronde mardi du MEDEF. En conclusion, le président du MEDEF dit... Le MEDEF n'a pas l'habitude de célébrer des anniversaires, mais là, pour une fois, il en célèbre un, parce que, d'abord, le MEDEF veut faire son mea culpa. Et là, j'ai levé le doigt, j'ai dit non. Je crois qu'il y a une personne qui a tout au long de cette période beaucoup évolué sur la question, et j'ai toujours le souvenir d'un gros titre du Monde où il y avait Laurence Parisot favorable à 30%. Et je me souviens que ce titre m'avait interpellée, et parce qu'au départ, c'était rien du tout. Et ensuite, c'était 30%.
Et après, entre donc l'Assemblée et le Sénat, on a eu l'AFEP et le MEDEF, avec M. Fols, que je connaissais par ailleurs, parce qu'il avait été directeur de l'usine PSA de Trémery, qui était dans ma circonscription, qui est dans mon ancienne circonscription. Et M. Fols était venu me voir et m'avait dit, vous savez, au Sénat, on a changé votre article 6 et on y a mis la politique de l'égalité. Il me dit, vous savez, et entre-temps, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'était celui qui était chargé des relations, Laurence doit le savoir, celui qui était chargé des relations avec le Parlement, qui m'appelle. Monsieur Foll, c'était dans le bureau, et il me dit, vous savez, Madame Zimmermann, je suis au regret de vous dire que le Sénat a changé votre article. Ce n'est plus un rapport sur la politique d'égalité fondée sur le rapport de situation comparée, c'est la politique d'égalité sur l'ensemble de l'entreprise. Je dis, écoutez, pas de problème, je l'accepte. Et pour ce monsieur, c'était je me souviens, je l'entends au téléphone me dire, mais vous ne pouvez pas accepter ça. Si, je peux l'accepter, parce que je voulais la loi sur la fonction publique. Donc, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que il y a, si on doit faire un bilan, ce que je dis, c'est que, d'abord, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dans ce combat, parce que c'était un combat. Et d'autre part, 10 ans après, ce qu'on peut constater, c'est que, sur le plan statistique, je pense que les entreprises qui étaient impactées par la loi, CAC 40, SBF 120, 500 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y en a encore une ou deux que je ne citerai pas, mais qui ont quelques difficultés, mais tout le reste est carrément... Bon, là, c'est bon. Et là aussi, je tiens à remercier une personne qui m'a beaucoup aidé pour suivre les statistiques, parce que comme je suis mais inconditionnelle du rapport de situation comparée, je suis une inconditionnelle des statistiques chiffrées. Et la personne qui m'a beaucoup aidée, c'est Floriane de Saint-Pierre, Éthique et Boards, qui, depuis 2011 jusqu'en 2017, je crois, où là, elle a été officiellement prise par le ministère, me faisait ces statistiques, tenez-vous bien, hebdomadaires. Toutes les semaines, le vendredi, à je ne sais plus quelle heure, je recevais les chiffres. Ça représente un travail extraordinaire et elle me l'a toujours fait bénévolement. Parce qu'elle y a toujours cru. Et depuis 2013, elle avait monté avec Caroline de la Marnière un palmarès qu'on faisait à l'Assemblée nationale. Elle avait créé un indicateur Zimmermann et on boostait quand on voyait qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes. Ce qu'on faisait, c'est que je faisais une conférence de presse, j'invitais les Échos, le Figaro pour les pages roses, Le Monde, j'avais mes journalistes économiques qui vraiment donnaient mauvaise conscience à certains moments. Et je dirais que c'est comme ça qu'on a avancé, parce que cette loi a été suivie. Le bémol, et je tiens à le dire parce que c'est une des recommandations aujourd'hui que je développe beaucoup, que j'ai développé hier soir auprès de Madame Moreno qui a souhaité me rencontrer, c'est l'article 8, c'est-à-dire la politique d'égalité dans les entreprises. Parce que lorsque je veux légiférer, c'est pas simplement pour mettre des femmes dans les conseils d'administration, c'est aussi pour que ces femmes, à certains moments, posent la question de la politique d'égalité dans l'entreprise. Donc, l'article 8 a été très peu, je dirais, appliqué. Et je souhaite à la fois, d'abord, qu'il y ait un contrôle, alors non plus sur le CAC 40, etc. Bon, là, il y a une vue qu'on a aujourd'hui, mais
sur les entreprises que Najat Vallaud-Belkacem a intégrées en 2014, les 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. Donc là, je veux une vue, et il faut voir avec Bruno Le Maire comment on peut gérer officiellement ces statistiques. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que l'article 8 soit appliqué. Et une autre personne qui m'a beaucoup aidée dans cette période, c'est Véronique Morali. Et c'est elle qui m'a alertée très rapidement, qui me dit attention Marie-Jo, aujourd'hui on est focalisé sur la présence des femmes, mais on n'est absolument pas focalisé sur la politique d'égalité. Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Et c'est là où, quelque part, bon, il faut intégrer un contrôle. Et moi, c'est mon vœu le plus cher, parce que là aussi, vous avez beaucoup de femmes qui m'ont accompagnée. Et vous en avez une, c'est Françoise, c'est celle qui vous a précédé, c'est Agnès Bricard, qui a été une combattante à la fois de la loi, mais également pour la politique d'égalité, parce que en reprenant l'association BWP, c'est ça, oui, son objectif, parce qu'avant de la reprendre, on a eu une longue conversation toutes les deux, son objectif, c'était de dire, Marie-Jo, je sais que votre préoccupation, c'est l'égalité professionnelle sur l'ensemble de l'entreprise, parce que ça ne sert à rien de légiférer seulement sur la partie du cœur d'une entreprise, à savoir le conseil d'administration, les CODIR et les COMEX, mais il faut aussi qu'il y ait un ruissellement sur l'ensemble de l'entreprise, et qu'une femme qui rentre dans une entreprise, on ait une lisibilité sur sa carrière, qu'on arrête de dire simplement que ce sont les congés de maternité qui font qu'elle n'avance pas. Bon, là, on l'a corrigé par la loi, on l'a corrigé dès la loi de Nicole Hamelin, et en plus, si vous voulez, je pense qu'il y avait d'autres facteurs entre les propositions de formation, entre vie professionnelle, vie familiale, et tout ça, dans le rapport qui pouvait être donné soit à l'Assemblée générale, soit dans un conseil d'administration, on le voit. Et quand aujourd'hui on fait un travail, et de nombreux chercheurs sont sur ces conseils d'administration. Vous avez également celle avec laquelle je travaille beaucoup, c'est Viviane de Beaufort, qui examine tous ces rapports. C'est clair que cet article-là n'est pas respecté. Donc, je crois que, en conclusion, je dirais, premièrement, cette loi, elle a, comme l'a très justement dit le président du MEDEF, je dirais, imposer un changement de mentalité à l'intérieur de la gouvernance des entreprises, mais elle a aussi, je dirais, donné un formidable engouement, parce que j'utilise le terme, parce que c'est vrai que beaucoup de femmes se sont collées à cette loi, ont fait avancer les choses et ont aidé à l'application de la loi. Et ça, je souhaite vraiment, là aussi, au bout des 10 ans, leur rendre hommage, parce qu'elles n'ont pas calé. Et le seul point, ça va être ma conclusion, et là aussi, je fais référence au président du MEDEF, qui dit, mais finalement, en France, il y a beaucoup de lois, en fait, elle est appliquée, donc on peut l'abroger. Alors là, je crois que ça serait le plus mauvais des messages, non pas parce que c'est la loi Copé-Zimmermann, mais une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes qu'on abroge. Non, mais là, je pense que là, c'est la révolution. Hein. À un moment, il faut arrêter. Si vous voulez, je pense au contraire qu'il faut continuer à vraiment, d'une part, l'appliquer, surtout avec des chiffres, voir qu'on ne fait pas marche arrière, parce que pour toutes les lois qui ne sont pas suivies, on a une marche arrière, il ne faut pas se leurrer, et surtout avoir comme ambition que cette loi, qui certes au niveau chiffré peut satisfaire,
au niveau des conséquences sur le ruissellement dans l'ensemble de l'entreprise, là, je dirais qu'il y a beaucoup de travail encore. Et là-dessus, moi, je compte sur les délégations aux droits des femmes de l'Assemblée, du Sénat et du CES. Parce que dites-vous bien que là aussi, nous avons toujours les 3 délégations travailler ensemble. Je dis bien les 3. Parce que à la délégation du CES, on avait une réflexion qu'on n'était pas obligé de mener à l'Assemblée ou au Sénat, et on se calait toujours toutes les 3 pour faire avancer les choses. Je pense que ce n'est qu'un travail collectif qui permettra de continuer à progresser, de continuer à faire que la place des femmes dans la société devienne une normalité. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage vraiment important sur le parcours pour arriver à cette loi Copé-Zimmermann.